Bonjour à tous et merci de nous rejoindre et de regarder Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour parler RSE et transition écologique des entreprises. À mes côtés, comme tous les jours, Émilie Kovacs, fondatrice et rédactrice en chef du média Ecopo. Bonjour Émilie. Bonjour Eva, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact. Alors, aujourd'hui, au sommaire, nous allons accueillir Fabienne Maté-Girbig, qui est directrice responsabilité d'entreprise et développement durable de Sopra Steria, pour nous parler de transition digitale durable. Nous continuerons avec notre débat RSE qui portera aujourd'hui sur les achats responsables, avec en plateau Cédric Laroyenne, qui est directeur RSE d'EPSA, et Sylvie Margueret, consultante en achat responsable pour Sustaineo. Nous continuerons avec une bonne pratique, celle de la start-up Samji, qui recycle du plastique en briques de construction. Et nous terminerons avec une start-up pas comme les autres, c'est Lilo, qui est un moteur de recherche responsable français et solidaire. Et nous accueillerons sa présidente Sylvie Baudin pour en parler. Mais tout de suite, les news avec Eva. Oui, Émilie, et on commence cette actualité avec un chiffre, 6,7%. C'est le pourcentage des émissions de gaz à effet de serre que pourrait générer en 2040 le secteur du numérique. C'est le résultat d'une étude du Sénat sur l'empreinte du numérique en France. Ce pourcentage est aujourd'hui de 2%, mais la mission d'information Sénat met en garde sur cette évolution. Si le secteur ne fait rien pour limiter ses émissions, il pourrait à terme émettre plus de gaz à effet de serre que le transport aérien. Cette année, et pour sa 107e édition, le Tour de France s'associe à Emmaüs. Jusqu'au 20 septembre, cette course va mobiliser tous les passionnés de cyclisme pour soutenir plusieurs opérations de collecte de vélos destinées à aider Emmaüs France dans la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. Un partenariat qui a du sens, Emmaüs étant engagé depuis de nombreuses années dans la promotion d'une mobilité douce, respectueuse de l'environnement et accessible à tous. Le défi, collecter au moins 5000 vélos. Et on termine par deux dates. Les 7 et 8 septembre sonne le retour du salon ProDurable, le rendez-vous européen des acteurs et des solutions de l'économie durable. 2 jours de conférences et networking autour du développement durable, de la RSE et des marques pour dessiner l'avenir de notre société. Les mots d'ordre cette année, sobriété, solidarité et prospérité. Et c'est maintenant l'heure de notre invité du jour. Notre invité du jour est déjà sur le plateau. Il s'agit de Fabienne Maté-Girbig. Bonjour. Vous êtes directrice responsabilité d'entreprise et développement durable de Sopra Steria. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter Sopra Steria ? Sopra Steria, c'est un groupe qui a plus de 50 ans aujourd'hui, un groupe français. Nous sommes spécialisés dans la transformation digitale des entreprises, des grandes organisations. Nous avons aujourd'hui plus de 46 000 collaborateurs implantés dans 25 pays, beaucoup en Europe. Donc votre activité, c'est de faire du conseil auprès des entreprises, c'est ça, des grandes entreprises ? Alors nous avons une activité qui va du conseil jusqu'à l'intégration de systèmes, en passant par l'application de management. Et nous avons une grande partie de nos activités aussi autour de solutions et de l'édition, notamment dans la banque. Alors, vous ne parlez pas de RSE, mais de responsabilité d'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, c'était difficile d'utiliser ce terme RSE. Nous l'utilisons en interne pour la responsabilité sociale. On ne sait jamais ce qu'il y a derrière le S et le E. Donc la responsabilité d'entreprise, c'est large. Ça couvre plusieurs piliers. Le pilier social dans nos métiers qui est majeur, puisque nous sommes une activité de conseil et de service. Le pilier environnemental, le pilier de la solidarité, et puis ce qu'on appelle notre responsabilité envers le marché, c'est-à-dire les achats responsables, l'éthique des affaires, la manière dont nous interagissons avec nos parties prenantes. Un petit mot peut-être sur le contexte actuel. On vient de traverser une crise assez importante. Vous avez senti que vous aviez une réelle responsabilité. On a vu que le digital, le numérique, s'en était quand même plutôt bien sorti.
ou en tout cas que c'était une part très importante pour les entreprises. Ça, vous l'avez complètement ressenti, que là, vous étiez important. Nous l'avons particulièrement ressenti puisque beaucoup de nos clients nous ont demandé de les accompagner pour transformer très rapidement le télétravail, notamment mettre en place du télétravail, mettre en place des process. La responsabilité des entreprises dans le sens large qui comprend l'environnement, la solidarité, le social, ça a pris tout son sens. Alors on le voit en ce moment avec ce qui se passe autour de l'environnement, mais je dirais que cette démarche, finalement, elle ne fait que mettre en avant des fondements qui sont en train de se renforcer pour la société. Et aujourd'hui, on se dit, par exemple, pour la solidarité, qu'est-ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu des démarches solidaires individuelles, nationales, internationales aussi fortes? Aujourd'hui, on le voit bien qu'on doit être une entreprise beaucoup plus engagée vis-à-vis des personnes fragiles. Alors, nous, c'est ce qu'on a initié depuis très longtemps. Oui. Nous avons mis en place une démarche de mécénat de compétences qui avait été déjà initiée avec une plateforme de gestion solidaire, d'engagement solidaire. Nous avons mis à nos dispositions de nos collaborateurs cette plateforme pour qu'ils s'engagent sur leur temps de travail ou en bénévolat auprès d'associations qui ont travaillé auprès des publics les plus fragilisés, ceux qui ont été les plus touchés par la crise. On y travaillait déjà, puisqu'on a une fondation, Sopra Steria Institut de France, dont l'objectif est justement de mettre le numérique au service des personnes les plus défavorisées et au service de l'environnement. Et le gros sujet aujourd'hui, on parle beaucoup d'une accélération du numérique, c'est l'inclusion numérique. Comment ne pas laisser au bord de la route ce qu'on appelle les oubliés du numérique. Et la crise a mis en avant un fossé qui pouvait se creuser encore plus. Donc c'est un vrai sujet dont on doit prendre en compte. C'est-à-dire que vos salariés, sur leur temps de travail, ils peuvent aider ces associations. Ils ont combien de temps, jusqu'à combien de temps pour s'y consacrer ? Alors c'est au cas par cas, ça dépend. Il peut y avoir des salariés des consultants qui sont sur des missions. Ça dépend des possibilités de les extraire des missions quelques jours. Mais c'est aussi sur des périodes plus calmes où ils peuvent effectivement s'engager sur une demi-journée, une journée par semaine, mais dans la durée. Et ce qu'on voit, c'est que ça complète parfaitement la démarche solidaire bénévole qui était en place avant, notamment avec la Fondation. On a 50 bénévoles qui travaillent sur 10 projets actuellement de la Fondation Sopra Steria. Donc on voit bien que ces deux démarches, volontaires en bénévole, ce qui est beaucoup plus souple que sur le temps de travail, et le mécénat de compétences, c'est une démarche de fond. Et on pense que ça va s'accentuer. Vous, est-ce que vous avez remarqué un gros changement dans vos entreprises clientes sur ces dernières années ? Voilà, on ne parle plus de transformation digitale, on parle de transformation digitale durable. Qu'est-ce qui a changé en fait ? Quand il y a eu une prise de conscience, vous l'avez remarqué ce moment-là ? On a remarqué en 2019 une très forte accélération, donc c'était avant la crise, une très forte accélération des sujets environnementaux. Et notamment, nous sommes évidemment très liés au digital et nous avons commencé à travailler très tôt sur ces sujets. Il faut savoir que nous sommes carbone neutres sur l'ensemble de nos data centers et sur l'ensemble de nos sites dans le monde, ainsi que sur nos déplacements professionnels, qui sont effectivement un élément majeur de notre empreinte environnementale. Mais pas seulement, on travaille sur la sobriété numérique. Qu'est-ce que c'est la sobriété numérique ? C'est d'abord ce qu'on appelle le Green IT. Comment on réduit au maximum dans le développement, dans le coding, dans nos infrastructures et dans nos applications management, par exemple dans nos activités d'application management, comment on intègre cette dimension sobriété numérique en réduisant l'impact du code, de l'éco-testing. Ce sont des sujets que nous avons intégrés dans nos activités. Parce qu'on sait que l'empreinte carbone, c'est un enjeu important pour ce secteur-là. Il faut y penser, sinon l'impact sera trop lourd sur l'environnement. Il y a deux sujets sur l'impact environnemental du digital.
Il y a tout ce qui est conception des infrastructures, des devices, donc depuis l'extraction des minerais jusqu'à la transformation. Il faut savoir que les outils qu'on utilise ont un impact au niveau fabrication assez lourd. Il y a la manière dont on développe des applications pour qu'elles soient plus ou moins sobres dans l'usage. Et le plus gros sujet, à mon avis, et qui ressort aujourd'hui, d'ailleurs je crois que ça ressort dans la commission qui a été portée par le Sénat, c'est les usages. C'est exponentiel. Il y a cet effet rebond qui fait que plus on va trouver de nouvelles technologies qui vont faciliter, accélérer la vitesse et les capacités, font que les usages se développent. Et là, il y a un vrai sujet. Comment faire en sorte que nos jeunes générations, mais pas que nos jeunes générations, aujourd'hui, on ne fonctionne qu'avec des smartphones, avec des outils, les objets connectés à la maison. Tout ça, derrière, il y a forcément un impact environnemental, des consommations de ressources et surtout des consommations électriques. Donc il y a des vrais enjeux sur la partie des usages. Donc Sopra Steria a pris le pari du business en faisant ces engagements. Alors nous avons pris des engagements très forts assez tôt. Donc c'est parti au moment de la COP 21. On s'est aligné depuis 2019 sur une trajectoire d'1,5 degré. Nous avons été la première ESN à définir des objectifs de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2040, alignés sur une trajectoire d'1,5 degré. 2 ans avant, nous l'avions fait sur une trajectoire de 2 degrés. Ça veut dire quoi? C'est des engagements très forts qui veulent dire que nous devons travailler sur tous nos dimensions d'impact environnemental, entraîner notre chaîne de valeur. Nous sommes engagés à ce que 2/3 de nos plus gros fournisseurs et de nos grosses parties d'approvisionnement aient des engagements forts et mettent en place des actions qui seront suivies. Donc ce sont des engagements forts. On s'est engagé une réduction de moins 85% par kilowattheure d'émissions de gaz à effet de serre sur la base de 2015. Nous sommes à fin 2019 à 36,7%. Et de quelle manière vous calculez ça? Est-ce que vous avez des outils précis justement pour calculer votre impact? Alors, on a mis en place un système maison. Alors, on s'appuie sur, bien sûr, il y a des outils de l'ADEME. On travaille avec un organisme en Angleterre qui nous permet de traduire des consommations de ressources en émissions CO2. Et nous faisons valider tout notre reporting par notre auditeur extra-financier, cela depuis une dizaine d'années. Et c'est un reporting assez important, très lourd, mais qu'il faut mettre en place chaque année, il faut l'améliorer. Chaque année, nous améliorons la précision de ce reporting. C'est effectivement le plus gros. C'est impossible de piloter, de se fixer des objectifs si on n'a pas mesuré où on en est. Ce qui est important, c'est de là où on part. C'est la pente ascendante dans les bénéfices qui est importante. Et puis, il y a des années où on peut être moins bien. On rachète des sociétés, on a besoin de faire plus de déplacements, on a des renouvellements de matériel. Tout ça, ça impacte. Mais le reporting, c'est le sujet majeur parce qu'aujourd'hui, puis il faut le faire, bien sûr, valider. C'est le sujet majeur, sinon c'est impossible de piloter ces émissions. Il nous reste quelques secondes, juste en quelques secondes. Comment vous voyez l'avenir du secteur ? L'avenir du secteur, on l'a vu, l'agilité des entreprises qui a pu s'appuyer sur le digital est très fort. Nous pensons qu'effectivement, le digital va prendre de plus en plus le pas, mais il est essentiel d'intégrer des éléments de sobriété numérique. Et beaucoup de moyens sur la disposition, les énergies renouvelables. Nous sommes à 90% d'énergie renouvelable pour nos consommations électriques. Eh bien, on voit bien nos clients de plus en plus qui vont s'orienter vers cela. C'est aussi un moyen de limiter l'impact du digital et des consommations liées au digital.
Merci beaucoup Fabienne Maté-Guerbig d'avoir été avec nous et d'avoir parlé transformation digitale durable. Merci beaucoup. Avec plaisir. On va passer à la bonne pratique du jour. Oui, Eva, la bonne pratique du jour est celle de la start-up Samji, qui a trouvé un moyen de remédier à la pollution de l'environnement par le plastique. Alors, comment elle a fait ? En fait, elle s'est inspirée du mouvement Precious Plastic, qui transforme les déchets en plastique. Alors, eux, ils ont décidé de transformer le plastique en briques de construction, sans y ajouter de matière ni d'additifs, pour créer des objets 100% recyclables, utiles et durables dans le temps. Et 4 hommes sont derrière ce projet. Oui, exactement, Eva. Tous viennent d'univers professionnels différents. Alors, ils ont commencé par travailler ensemble en 2018 sur la fabrication des machines et sur le prototypage. Ils ont ensuite continué en 2019 avec un projet similaire, solidaire au Cambodge. Et puis, depuis janvier dernier, ils sont installés au Phare. Le Phare, c'est un lieu collectif artistique situé dans Paris. Et ils viennent actuellement, là, très récemment, de lever plus de 11 000 euros auprès du grand public, ce qui va permettre à ces 4 fondateurs de concrétiser leur projet dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, Émilie. C'est l'heure de notre débat responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Notre débat RSE porte aujourd'hui sur les achats responsables. J'accueille tout de suite en plateau Sylvie Margueret, consultante en achats responsables pour Sustaineo et membre du C3D. Bonjour. 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 Et Cédric Laroyenne, directeur RSE d'EPSA et membre également du C3D. Bonjour. Bonjour. Alors peut-être qu'on pourrait commencer par définir ce que sont les achats responsables avec vous. Sylvie. Oui, alors, les achats responsables, on va essayer de le simplifier. D'abord, les achats, il faut savoir que c'est une très, très, très grosse partie des entreprises, puisque ça peut représenter jusqu'à 50-60% du chiffre d'affaires d'une entreprise. Donc, c'est une partie extrêmement importante. Donc, ce qu'on appelle les achats responsables, c'est mettre du développement durable dans les achats. Pour faire simple, je vais le diviser en 3 grands axes. Le premier axe, ce sont les fournisseurs responsables. Donc, les entreprises essayent d'acheter auprès de fournisseurs responsables. Un fournisseur responsable, c'est un fournisseur qui respecterait l'ensemble des conventions internationales sur le travail, sur les droits de l'homme, sur l'environnement aussi. Quand on parle de ça, on peut parler de travail forcé, travail des enfants, santé, sécurité de l'ensemble des travailleurs, mais aussi du salaire décent, des conditions de travail qui sont importantes. Global. Oui, la responsabilité, donc c'est vraiment ça prend global. plein de choses. L'objectif, c'est que vos fournisseurs respectent au minimum les conventions internationales. C'est bien évidemment un minimum. Évidemment, si ça peut aller mieux, c'est très bien. Mais c'est vraiment un minimum et ce n'est pas toujours le cas. Et donc, il y a tout un travail à faire pour vérifier ça. Et puis, au-delà de la partie sociale et droits humains, il faut aussi la partie environnementale et vérifier que votre fournisseur, par exemple, ne va pas aller polluer la rivière avec les produits chimiques qu'il utilise pour vos jeans ou d'autres produits. Donc ça, c'est vraiment la partie fournisseur, qui est extrêmement importante aujourd'hui et qui utilise beaucoup des énergies des acheteurs. La deuxième partie qui est plus connue, c'est le produit en lui-même et le produit dont l'impact environnemental est le plus faible possible. Donc, pour faire très simple, si on parle de papier, comme vous en avez là, est-ce qu'il vient de forêts gérées durablement? Est-ce que c'est du papier recyclé? Et ça, c'est valable pour tous les produits, jusqu'aux produits industriels. Donc là, on parle d'éco-conception, de produits, de matériaux. Est-ce que c'est du plastique? Est-ce que c'est plutôt du bois? D'obsolescence programmée, etc. Donc, on venait vraiment autour du produit. Et le troisième axe, c'est la façon dont l'entreprise, elle, va acheter et comment elle se comporte par rapport à ses propres communautés et son environnement. Sa première communauté, c'est les fournisseurs. Est-ce qu'elle les paye correctement, en temps et en heure? Quel type de relation elle a avec eux, type de partenariat, etc. Mais aussi, quel est son impact? Enfin, l'impact de ces achats, l'impact social, par exemple, autour d'une usine. Est-ce qu'on arrive à créer du travail ou au contraire, est-ce qu'on en supprime? Et puis, c'est aussi tout ce qui est travail auprès d'autres communautés, comme travail auprès de personnes en situation de handicap, personnes en insertion, etc.
Voilà. Donc c'est un panorama qui est très simplifié, mais qui est un début. De ce que dit Sylvie, oui, en fait, on a l'impression que ça prend une part énorme dans l'entreprise. Donc, il faut que nos achats soient responsables. Énorme, considérable. D'ailleurs, une politique d'achat responsable s'intègre plus largement dans une politique, dans une stratégie RSE. On le voit, c'est à la fois la mode, mais une nécessité aujourd'hui pour les entreprises de pivoter, de se transformer. Et donc, comme le dit Sylvie, effectivement, les achats représentent 50 à 60% du chiffre d'affaires d'une entreprise. Donc, les achats deviennent vraiment un catalyseur et un pilier de la transformation RSE d'une entreprise pour qu'elle devienne plus globalement, plus durable, plus responsable. Et plus performante aussi. Et surtout plus performante. Effectivement, il y a peut-être 2 éléments là-dessus. Le premier, qui est une récente étude de l'ADEME, montre que c'est entre 20 et 10% de gains de productivité. Pourquoi ? Parce qu'il y a des relations plus intimes, plus de proximité avec les fournisseurs, donc on va mieux innover. C'est aussi des avantages commerciaux et d'image. D'image parce que forcément, quand on a un impact positif, social et environnemental sur son écosystème, ça permet de redorer, entre guillemets, son blason. Et puis, au niveau commercial, parce qu'on le voit, il y a de plus en plus d'appels d'offres du côté public et c'est en train d'arriver du côté privé qui intègre ces critères-là, qui les incorporent dans les appels d'offres. Et donc, les entreprises qui ont une politique d'achat responsable est déjà armée pour travailler et pour y répondre, et donc pour conquérir de nouveaux marchés. Ça devient stratégique. Comment est-ce qu'on peut intégrer ce nouveau paradigme, en fait, maintenant, dans les entreprises ? Alors, c'est une vraie question. Ça va nécessiter à ce que la fonction achat se redéfinisse, en tout cas se renouvelle, ou poursuive et soit ambitieux sur cette question-là. Peut-être un exemple qui va forcer cette transformation-là, peut-être deux même. Avec la crise, la fonction achat va devoir pivoter, va devoir se transformer, va devoir certainement automatiser ou externaliser une partie de ses tâches d'exécution. Les technologies sont là, l'intelligence artificielle, la marketplace, ce qui va laisser plus de temps pour que l'acheteur puisse travailler sur des stratégies d'achat à long terme et intégrer de l'impact. Et puis un deuxième exemple qui est, je crois que les citoyens aujourd'hui, sur la question de l'emballage, plébiscitent de moins en moins de plastique. Donc ça va nécessiter à ce que la fonction achat et l'acheteur, en premier lieu, redéfinissent ce périmètre-là et se disent comment est-ce que je peux retravailler la matière, mon approvisionnement, mon sourcing. Et donc je dois me tenir au courant et informer de ce qui se passe et des enjeux de société pour que je puisse coller au mieux et être vraiment vecteur et un levier de performance pour l'entreprise. Il s'est passé quelque chose là avec la crise du Covid. Est-ce que vous avez vu un changement dans l'organisation des entreprises par rapport à leurs achats pas une remise en question, mais en tout cas une accélération peut-être de ce qui était déjà en train de se faire depuis quelques mois déjà. Effectivement, pour beaucoup d'entreprises, pas toutes, mais beaucoup d'entreprises, effectivement, il y a un changement. La première chose, c'est que beaucoup d'entreprises se disent que cet événement qu'on vient de vivre, on le revivra. Pas forcément sous la même forme, mais sous d'autres formes. Donc à partir de ce moment-là, on a vu pour les entreprises, ça a été quand même un grand choc même dans la supply chain, puisque en fait, beaucoup de fournisseurs n'arrivaient plus à fournir, et donc un certain nombre d'entreprises, alors que même nous n'étions pas confinés, n'avaient déjà plus de pièces pour pouvoir continuer à travailler. Donc là, il y a vraiment un problème de sécurisation. Ensuite, beaucoup de fournisseurs, petits fournisseurs souvent des entreprises, ont eu un gros passage très très difficile et donc menace de fermer la porte pour certains d'entre eux. Donc à nouveau, il y a un gros problème de sécurisation. Donc les entreprises, pas mal d'entreprises ont travaillé pendant cette période avec leurs fournisseurs pour les aider à tenir de différentes façons. Il y a plein de façons de faire. Et puis aujourd'hui, beaucoup se mettent dans la situation de comment prévenir ça. Donc c'est d'autres évaluations de risque. Quand ils font leurs évaluations de risque, ils vont considérer ces évaluations de risque, comment développer, avoir des supply chains qui soient différentes, pouvoir en utiliser une ou l'autre, donc forcément dans des lieux forcément différents, etc. Donc il y a des grandes réflexions qui se font, oui, effectivement. Cédric Laroyenne, pour faire des achats responsables, il faut aller plus loin que les lois. Oui, il faut aller plus loin que les lois, ça va passer par quelques clés de succès, entre guillemets. Alors, on l'a vu sur une récente étude de l'Observatoire des achats responsables. 93% des dirigeants disent qu'effectivement, une politique d'achat responsable permet de mieux maîtriser le risque environnemental. Et 59% disent que cette maîtrise-là devient stratégique, voire très important pour leur entreprise. Donc, il faut aller au-dessus des lois. Ça passe par un leadership embarqué. On le voit, il y a une prise de conscience. Maintenant, il faut réussir à passer à l'action et ça va nécessiter de la part de l'acheteur peut-être deux choses. Le premier qui est de penser et de réfléchir finalement le cycle global du produit et du service, pas uniquement
l'acte d'achat. Et puis, on en a parlé sur une émission précédente qui est de passer d'un achat linéaire à un achat circulaire. Donc finalement, le produit que l'on va acheter, ça peut être un produit de deuxième main. Ce n'est pas pour autant qu'il aura une autre fonctionnalité ou qu'il sera moins performante, mais de le repenser dans l'intérêt, encore une fois, de l'entreprise, parce que ça va contribuer à des enjeux de société. Donc il faut aller plus loin. L'acheteur est un catalyseur essentiel pour cette transformation-là. En revanche, il faut que ça se fasse en interne avec les fonctions support, avec l'appui du business, et en externe, il faut que collectivement, l'ensemble des parties prenantes puissent aller sur une politique d'achat responsable qui doit devenir la norme. C'est le conseil aussi que vous donneriez aux entreprises aujourd'hui? Oui, bien évidemment, mais il y a déjà aussi le respect des lois qui est très important, parce que même avant... Enfin, il y a deux choses. On va au-delà des lois, évidemment, dans la stratégie qu'on doit avoir, mais il y a aussi tout le respect des lois. On a une loi en France qui s'appelle la loi sur le devoir de vigilance qui a été votée en 2017, qui touche très très fortement les achats responsables et qui est déjà tout un programme à mettre en place. Déjà, si on arrive à mettre tout ça en place, et ensuite qui va se répercuter sur les fournisseurs des entreprises, donc sur l'ensemble, y compris sur les PME, de plus en plus. Donc oui, il faut déjà respecter aussi beaucoup les lois et les normes internationales, et on aura déjà aussi pas mal avancé. Et il faut que l'acheteur ait la confiance de la direction pour aller dans ce sens-là. C'est ce que vous faites dans vos entreprises chez EPSA, par exemple? Exactement. On a la chance déjà que ce soit une conviction et que ce soit... Au-delà de la conviction, une vraie nécessité de transformation pour les entreprises. Des entreprises qui seront là dans 10 ans, dans 20 ans, et qui seront rentables et en pleine croissance, ce seront celles qui ont réussi à marier le fameux triptyque entre l'empreinte environnementale, l'empreinte sociale et l'empreinte économique. Et donc, effectivement, ça passe par les achats, mais il faut le faire pour une question de survie pour le monde, mais de survie pour sa propre entreprise. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. C'est déjà la fin de ce débat. Merci beaucoup. Et on va passer à la bonne idée du jour. La bonne idée du jour est celle de Lilo, un moteur de recherche pas comme les autres. On va voir ça tout de suite avec sa présidente Sophie Baudin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous présenter Lilo ? Alors Lilo, on est le moteur de recherche français et solidaire. Alors un moteur de recherche, vous savez ce que c'est, on en utilise tous. C'est ce qui permet de chercher, de trouver tout ce qu'on cherche sur Internet. C'est ce que vous allez pouvoir faire avec Lilo, avec une grande différence, c'est qu'à chacune de vos recherches, on va vous créditer d'une goutte d'eau. Donc, au fur et à mesure de vos recherches, vous allez cumuler des gouttes d'eau et que vous allez pouvoir reverser pour soutenir des projets sociaux et environnementaux de votre choix. Comment vous est venue l'idée? De quel constat vous êtes parti? On a des enjeux qui sont majeurs aujourd'hui. Le marché des moteurs de recherche, on ne le sait pas toujours, mais un moteur de recherche, ça génère beaucoup d'argent. En France, l'année dernière, c'est 2,4 milliards d'euros. On s'est dit que ce serait quand même très bien, comme ce sont des revenus publicitaires, c'est-à-dire que c'est vous et moi, on génère cet argent. Si on pouvait, grâce à un moteur solidaire, redonner cet argent aux utilisateurs pour construire, je dirais, ce monde auquel on aspire, un monde plus juste, plus humain, plus durable. C'est ce qu'on fait tous les jours avec Lilo. C'est remettre un petit peu d'intérêt général, de bien commun dans une activité économique ? Exactement. C'est-à-dire que sur Lilo, on aime bien donner la possibilité à chacun d'agir concrètement. Et depuis 5 ans qu'on existe, c'est ainsi près de 3 millions d'euros qui ont pu être offerts du don gratuit pour soutenir des projets aussi concrets que la protection de forêts en Amazonie ou en Indonésie, le financement de rêves d'enfants malades, des programmes contre la lutte pour le braconnage des tortues à Mayotte. Voilà. Et comment vous voyez la suite alors là ? Alors la suite, c'est nous, on a un moteur de recherche qui permet à chacun d'agir. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que chacun puisse choisir son moteur de recherche. Donc beaucoup déjà connaissent Lilo, mais pas encore suffisamment. Et donc notre enjeu, c'est de faire connaître Lilo maximum et surtout de rendre l'accès au choix du moteur de recherche plus facile pour chacun d'entre nous. Alors, vous êtes une dizaine de salariés chez Lilo. Comment ils intègrent ces engagements ? Ils les intègrent au quotidien. Parce que déjà, si on arrive à faire ce qu'on fait avec une dizaine de salariés, c'est parce que tout le monde est extrêmement engagé au quotidien. Et puis surtout, on a notre communauté d'utilisateurs. Et c'est vrai qu'on évoquait cette dimension du collectif, donc oui. plus de 800 000 utilisateurs. Et ils agissent au quotidien avec nous, et ils nous aident à aller plus loin. On les intègre vraiment complètement dans le fonctionnement. Vous avez un objectif de nombre d'utilisateurs ? Il est infini, bien sûr. On est 800 000 aujourd'hui. Forcément, la cape du million sera importante. Mais imaginez là, à 800 000, on va reverser bientôt 3 millions d'euros. Imaginez si demain, on était 1 million, 10 millions, 100 millions. On pourrait faire quand même beaucoup de choses.
Merci beaucoup Sophie Baudin d'avoir été avec nous, nous avoir présenté Lilo aujourd'hui. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact, mais on se retrouve très vite, Émilie. Oui, Eva, avec grand plaisir pour vous retrouver demain pour une nouvelle émission de Smart Impact. Merci.